est enregistré. Je lance d'ailleurs l'enregistrement. Donc, on vous enverra le lien vers l'enregistrement et ainsi que vers le diaporama que vous recevrez également. Et donc, je vous propose, vous êtes quasi 100 personnes connectées, pardon, merci à vous. Et donc, on va démarrer ce webinaire. Donc, Sandrine, je veux bien la petite slide pour justement présenter la thématique et le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire qui est dédié à un programme d'études qui se termine. Ce programme qu'on a appelé Murmure, qui traite justement de la biodiversité des murs, murailles et remparts. Il a démarré en 2021 et il se termine. Nous sommes dans la phase de rédaction du livrable et donc ce travail a bénéficié du soutien financier de l'interprofession Valor et de l'Office français de la biodiversité. Il a été coordonné donc par Sandrine Laramendi, qui est chargée de mission à Plantécité et qui va intervenir dans ce webinaire. Et l'ouvrage a été co-rédigé. Il y a deux autrices de l'ouvrage, et notamment Hélène Burgisser-Hinder, qui est bryologue, qui a contribué à la rédaction et qui va justement intervenir dans le cadre de ce webinaire. Donc, nous avons la chance d'avoir donc une bryologue. Donc, nous allons vous donner quelques informations spécifiques sur les mousses et cette biodiversité présente sur les murs. Et donc, pour démarrer, je donne tout de suite la parole à Sandrine Laramendi qui va rentrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour à tous. Je vais effectivement entrer directement dans le vif du sujet en vous présentant déjà deux dispositifs qu'on a mobilisés au cours de cette étude Murmure. Le premier, c'était des études de cas. On a réalisé plusieurs études de cas au cours de ce projet qui avaient vocation à mieux comprendre quels étaient les leviers favorables mais aussi défavorables à la biodiversité sur les murs. Et pour ça, on a choisi des sites d'études distincts et on a mobilisé autour des spécialistes aux profils différents, que ce soit des spécialistes de la faune, des bryologues, justement, spécialistes de la flore, mais aussi architectes, paysagistes. Donc, c'était une étape assez instructive pour justement approcher un peu ces facteurs clés pour la biodiversité dans les murs. Un autre dispositif qu'on a mobilisé, c'est un appel à signalement qu'on a organisé en ligne sur la base d'un questionnaire que vous pouvez voir un peu apparaître ici. Donc là, l'objectif, c'était de recueillir le signalement de murs intéressants, de faire parler aussi de ce sujet. Et on a reçu donc une cinquantaine de signalements de murs décrits assez finement, que ce soit de leur système constructif, mais aussi leur flore. Et c'est à noter, c'était une particularité par rapport au questionnaire ainsi que nous menons à Plantécité. Il y avait une majorité de propriétaires privés, de particuliers dans les répondants. Et ça met aussi en lumière que l'enjeu de préservation aussi des murs privés qui est particulièrement important. À présent, voyons un peu le guide final. Donc, c'est ce guide dont a parlé Ludovic en introduction. Donc, c'est un ouvrage à apparaître prochainement qui synthétise un peu les enseignements qu'on a pu collecter au cours de l'étude. Donc, il va faire une soixantaine de pages. Et vous voyez ici son organisation. Donc, il est organisé en 8 chapitres, 3 qui sont autour du sujet de la connaissance et 5 ensuite chapitres autour de l'action, à la fois pour des murs existants ou pour des nouveaux murs. Et donc avec Hélène, ce matin, nous proposons un peu de parcourir ce contenu au cours de ce webinaire. Donc tout d'abord, moi je vais commencer par un aperçu de la diversité des murs. Donc diversité des murs à la fois en termes de fonctions. Il y a des fonctions différentes pour les murs, que ce soit des murs de clôture qui donc eux servent à séparer des parcelles. Ici, on voit des parcelles de jardins privés, mais aussi c'est toute l'histoire des parcelles aussi agricoles ou d'élevage qui sont clôturés par des murs. On a des murs de soutènement. Donc, les murs de soutènement, ils sont pour partie avec de la terre, adossés à de la terre. Donc, ils peuvent servir à organiser des terrasses. On va soutenir, soutenir de la terre. On a tous les sujets des murailles et remparts avec notre histoire de fortification aussi des villes.
On a les murs de bâtiments, des murs d'ouvrages d'art, comme des ponts, des infrastructures ferroviaires ou des infrastructures routières. Donc là, on voit déjà un aperçu de différentes fonctions des murs. Et à présent, un aperçu des différents systèmes constructifs qu'on peut voir mobilisés pour créer des murs. Donc, on a les murs de pierre sèche. Donc, les murs de pierre sèche, eux, c'est de la pierre qui est mobilisée sans liant, sans terre, ni mortier. On a des murs de pierre maçonnés ou qu'on peut dire aussi jointoyés. Du coup, ici, avec des enduits, enfin des mortiers qui peuvent être des mortiers à la chaux, mais aussi de la terre ou alors des mortiers ciment. Les murs de briques maçonnées. Les briques, donc c'est de l'argile crue cuite. Ensuite, pour former des formes régulières, alors que pour les murs de pierre, on a des formes qui peuvent être irrégulières. Et là, les murs en briques, ils peuvent être aussi assez anciens, puisque depuis l'époque romaine, il y a eu la mobilisation de construction avec des briques. Des murs enduits, crépis ou peints, donc ça peut être des murs de pierre d'ailleurs, qui sont ensuite, qui ont cette finition avec des enduits, crépis. Et puis là, on voit aussi apparaître les murs en béton, que ce soit béton coulé, béton armé, des murs qui sont aussi, qui peuvent être constitués d'autres éléments préfabriqués. Ici, c'est un mur d'enceinte du Jardin botanique de Bordeaux qui est fait avec des éléments de traverse de bois. Et les murs en gabion, qui sont eux des murs de pierre sèche, mais qui sont enfermés dans des cages métalliques. Vous dire aussi que le projet Murmure, il n'a pas pris en compte les dispositifs de murs végétaux. Comme on entend, là, c'est des murs avec un haut niveau d'ingénierie qui peuvent avoir aussi de l'arrosage intégré, un haut niveau de gestion. Non plus, il n'a pas pris en compte les murs modulaires en béton qui finalement sont parfois des murs de soutènement, mais qui sont comme un peu des jardinières, on va dire en résumé, qui peuvent être empilées. Donc, c'est les autres murs qu'on observe. Après cet aperçu de la diversité des murs, on va s'intéresser à quelle place ils peuvent avoir ces murs dans la trame verte urbaine. Donc là, c'est l'analyse bibliographique menée au cours de l'étude qui a apporté comme enseignement qu'ils pouvaient être effectivement des supports fonctionnels pour la faune et pour la flore. Bien sûr, à certaines conditions qu'on va pouvoir développer plus tard. Donc, fonctionnels dans le sens qu'ils peuvent assurer le déplacement de ces espèces, qui peuvent être des sites de reproduction et d'alimentation. Un autre des enseignements, c'est qu'il y a une flore des murs qui est une flore particulière. Les murs, ils représentent comme des sortes d'habitats artificiels qui peuvent être apparentés au milieu rocheux. Naturels, mais qui ont du coup une flore. Il y a bien sûr certaines espèces qui peuvent être présentes à la fois sur les murs et ailleurs, mais il y a aussi toute une flore et une faune qui apprécie particulièrement les murs et qui a besoin des murs pour exister. Un autre enseignement intéressant, c'est aussi ces murs, ils peuvent constituer des maillages et ils peuvent ainsi avoir une fonction aussi de liaison entre des écosystèmes urbains semi-naturels, c'est-à-dire par exemple les jardins, les toitures, les bois, les friches, et en ça, pouvoir contribuer vraiment de façon intéressante aux continuités écologiques urbaines. Et enfin, je voulais souligner une étude anglaise qui avait porté sur les vieux murs en pierre et les ruines et qui avait montré tout l'intérêt de ces ouvrages pour la biodiversité, en ayant repéré que même certaines communautés végétales n'existaient que grâce à ces éléments et donc avait pointé l'intérêt de les protéger au niveau national. À présent, on va s'approcher de cette diversité des plantes et des animaux des murs, en commençant par les lichens et les mousses. C'est vrai que c'est peut-être les plus discrets ou alors les plus petits, les moins connus. Donc là, c'est l'occasion de les mettre en valeur avec cette étude Murmure. Donc, aussi souvent, il y a peu de noms communs de ces lichens et mousses qui sont connus. On a du mal souvent à les trouver. Et donc là, déjà, ce sont quelques espèces qui sont couramment observées sur les murs en France. Donc au niveau des lichens, donc les lichens, ils n'ont pas de feuilles ni de tiges, ils ont ce qu'on appelle des thalles.
Et donc, ils n'ont pas de racines et ils sont autonomes par rapport au support, c'est-à-dire qu'ils ne prennent rien à leur support. On peut voir ici, par exemple, cette Sarcogine regularis, là, qui a ce qu'on appelle les apothécies bleues, un peu isolées. Et donc, ça, c'est des lichens crustacés, comme celui de droite, c'est-à-dire qui collent vraiment à la paroi. On a d'autres lichens qui sont plutôt de forme plus foliacée, comme celui au milieu, Physia avensis. Les mousses aussi, là, quelques mousses couramment observées, elles aussi, elles n'ont pas de véritables racines et elles se disséminent au moyen de spores. C'est comme ça aussi qu'elles peuvent aller de mur en mur. Pour ce qui est des fougères et des plantes à fleurs, on s'est plus particulièrement basé sur le programme de sciences participatives Sauvages de ma rue pour partager quelles sont les espèces de plantes à fleurs et de fougères qui sont les plus communément rencontrées sur les murs. C'est un programme qui existe depuis 2011 et qui, quand les observateurs naturalistes bénévoles consignent leurs observations, ils indiquent le milieu dans lequel la plante est observée et on a utilisé les filtres murs et fissures pour partager ensuite sur le site Floriscope une liste complète de plus de 300 espèces qui sont ainsi identifiées sur les murs. Et dans le guide, on a partagé une quinzaine de ces espèces les plus couramment présentes. Je vous en montre quelques-unes ici concernant les fougères. Donc, les fougères, donc elles n'ont effectivement aussi pas de fleurs ni de graines, donc elles se reproduisent aussi par l'intermédiaire de spores. On voit ici donc 5 fougères communément observées, donc la rue des Murailles, là, qui persiste aussi en hiver. La capillaire des Murailles, qu'on reconnaît à son axe central qui est brun noirâtre. Le polypode commun, on peut le voir là dans la tête d'un mur, en bas à droite, la tête d'un mur de pierre maçonné. On voit toute une frange de polypodes comme ça en tête de ce mur. La Doradie cétérac en bas à gauche et la scolopendre qui fait comme euh, des longs rubans qui peuvent être un peu aussi ondulés. À présent, une sélection là, de plantes à fleurs parmi celles qui sont observées les plus couramment. Donc, la pariétaire de Judée, qu'on trouve souvent aussi en pied de mur, mais aussi parfois dans des interstices des murs. Donc, c'est une plante assez allergisante et collante un peu au toucher. Donc, là, comme ça. La cymbalaire, qui est peut-être plus connue, ou on appelle aussi la ruine de Rome, avec ses petites fleurs violettes et ses feuilles découpées. Le lierre, ici on voit le lierre en floraison, qui va faire des fruits prochainement, donc qu'on aura l'occasion de développer plus tard, la question du lierre. La chélidoine, alors la chélidoine avec ses feuilles un peu molles et ses fleurs jaunes, c'est ce qu'on appelle aussi herbe à verrues, donc quand on casse ses branches, enfin ses tiges, pardon, il y a ce latex orange qui s'écoule. Et aussi des plantes un peu plus grasses comme l'orpin blanc, qui fait des petites fleurs blanches, le sénesson, la valériane qui est plus connue parce que plus imposante aussi, puis avec ses fleurs souvent roses, mais qui peuvent être aussi blanches. Et le nombril de Vénus qui a des feuilles un peu épaisses et assez caractéristiques avec cette forme ronde. Après avoir vu les plantes spontanées et subspontanées précédemment, là, il y a aussi toutes les plantes horticoles et exotiques de mur qui peuvent être présentes en pied de mur, notamment. Ici, une sélection des vivaces et annuelles de pied de mur. Je ne vais pas les citer, mais là, c'est quelques espèces qu'on peut trouver couramment et vous inviter à parcourir la liste sur Floriscope, donc l'application portée par Plantécité des plantes cultivées, ou avec le filtre milieu qui existe, pied de mur, et le filtre strate herbacée, par exemple, ce sont plus de 800 références de plantes qui peuvent être consultées. Et ensuite, vous pouvez aussi affiner cette recherche en indiquant des conditions de sol, des conditions de couleur. Enfin, donc, c'est une des productions aussi dans le cadre de l'étude mur-mur. C'est cette autre liste thématique, là, une liste thématique d'inspiration, parce qu'il y a une collection de plantes de mur dans le Jardin botanique de Genève, avec plus de 200 taxons qui viennent d'un peu partout dans le monde.
et qui est aussi une liste donc consultable sur le site de Floriscope. Au-delà des pieds de mur, on a aussi les plantes grimpantes et les fruitiers palissés dans ces plantes horticoles. Et les fruitiers palissés, c'est quelques images un peu anciennes pour montrer que c'est une tradition vraiment ancienne qui malheureusement est un peu aujourd'hui en déclin. Même si là, on peut voir quelques photos de poiriers palissés dans le nord de la France qui sont quand même assez récentes. Mais donc là, c'était une tradition vraiment pour faire grimper le long des façades et pouvoir récolter des fruits en bénéficiant de la chaleur emmagasinée aussi par les murs. Et puis les plantes grimpantes. Donc là, les plantes grimpantes, il y a aussi une grande diversité puisqu'on a des plantes grimpantes qui ne nécessitent pas de support pour grimper, puisqu'elles ont des systèmes de ventouses ou de racines crampons. Racines crampons, par exemple, comme les hortensias ou les lierres. Et d'autres qui nécessitent des structures ou des supports et qui ont différents systèmes d'accroche, qui peuvent avoir soit des tiges volubiles, là, comme les chèvrefeuilles, des pétioles volubiles qui peuvent être sarmenteuses, comme par exemple les jasmins, ou avoir des vrilles, comme par exemple les passiflores. On a avec deux exemples de une glycine très ancienne sur un mur parisien, et puis là une vigne vierge à droite. Après les plantes, on va approcher un peu la diversité des animaux des murs. Donc là, il y a le grand groupe des arthropodes, enfin en tout cas des insectes et des araignées. Donc là, qui aussi sont souvent moins connus que les plus grandes espèces, mais là, on a pu, dans les études de cas où il y avait des relevés, voir qu'il y avait beaucoup d'espèces qui se réfugiaient dans les interstices des murs. Mais aussi, on a tout ce qui est escargot et limaces, avec l'emblématique petit gris, mais aussi les lézards, les reptiles et batraciens, avec aussi deux lézards, les oiseaux aussi, tels que le martinet noir, ou même les chauves-souris sur certains hauts murs remparts. Et nous voulions attirer votre attention sur le fait que beaucoup de ces espèces, enfin en tout cas, il y a des espèces protégées parmi ces espèces-là, notamment là, par exemple, dans celle qui était présente sur cette image, les deux lézards, le martinet et la noctule commune. Mais on a aussi d'autres espèces qui sont des espèces courantes, comme l'hirondelle des fenêtres ou ce petit crapaud, la lite accoucheur, qui peut trouver refuge dans les murs et sont des espèces protégées et nécessitent donc une fois qu'on les a observées, de veiller à ce qu'elles puissent se maintenir sur les murs. À présent, après ce petit aperçu de la diversité des plantes et des animaux qui peuvent vivre sur les murs, on va aborder ce sujet de comprendre quelle est la dynamique d'installation du végétal en fonction des caractéristiques du mur. Et Hélène va vous présenter les facteurs clés qui déterminent cette dynamique d'installation. Bonjour à tous. Alors, effectivement, les murs, ils sont souvent très extrêmes du point de vue des conditions écologiques qu'ils offrent. Et donc, on a une flore souvent résistante à la sécheresse qui s'installe, avec notamment justement les mousses et les lichens. Surtout les mousses, on pense qu'elles poussent surtout dans les endroits frais et humides, mais en fait, non, il y a des mousses qui sont parfaitement adaptées à des milieux très secs. Et donc, c'est le cas sur les murs, mais elles ont tout de même besoin d'un peu d'eau. Et donc, c'est très important qu'un mur puisse recevoir sur ses parois de l'eau de pluie. Et pour que l'eau de pluie puisse atteindre la paroi d'un mur, il faut éviter les sommets de mur avec de bords, comme on voit sur la photo de droite, avec ce petit avantoir qui empêche l'eau de pluie d'arriver sur la paroi et donc qui empêche assez généralement la végétation de s'installer. Ensuite, il y a également le fruit d'un mur qui est important, c'est-à-dire l'inclinaison du mur. Donc, on n'est pas sur la bonne. Donc, une inclinaison parfaitement verticale, comme on voit tout à gauche de la photo, elle n'apporte pas beaucoup d'eau de pluie sur une paroi de mur. Par contre, si on continue un petit peu visuellement sur la photo, on voit que le mur devient plus incliné plus loin. Et là, du coup, une couverture de mousse beaucoup plus importante s'installe. Donc, c'est important d'avoir un petit peu de fruit
mais pas forcément trop de fruits non plus, parce que si vous avez un mur très incliné, les conditions deviennent presque un peu trop faciles et finalement, vous risquez d'avoir des espèces, que ce soit des plantes à fleurs, des mousses ou des lichens, qui sont très concurrentielles et qui vont prendre toute la place et donc empêcher d'autres espèces de s'installer. Donc, finalement, un fruit un petit peu intermédiaire. Donc là, vous avez l'exemple d'un mur à Genève qui a été étudié et qui a remporté un concours en Suisse parce qu'il a 149 espèces de toute faune et flore confondues. Et on voit qu'il fait à peu près 10% d'inclinaison, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'importance de l'inclinaison et du fait. Par ailleurs, si vous avez un mur de soutènement, par contre, l'importance de la forme du sommet est un peu moins importante parce que, en fait, le talus, la terre euh, que le mur soutient, va amener de l'humidité. Donc voilà, ça compense un petit peu les autres facteurs. Maintenant, les matériaux de construction sont évidemment très importants. Donc, on a les pierres. En fait, les supports minéraux, donc les pierres ou le mortier, permettent d'accueillir les mousses et les lichens. Les mousses et les lichens n'ont effectivement pas de racines, donc ils peuvent s'installer vraiment juste sur la surface. Et puis, ils vont pomper l'eau par justement toute leur surface et non par des racines. Donc, la moindre goutte d'eau va être absorbée par les mousses et les lichens. Euh, donc, voilà, ils vont coloniser les pierres et le mortier. Et selon les types de pierres, vous allez avoir des espèces différentes, en fonction du pH notamment, par exemple. Et puis après, le mortier, donc, c'est encore une structure un peu différente de la pierre parce qu'il est généralement poreux, hydrophile, un petit peu rugueux. Et on voit sur cette photo que souvent, le mortier est très favorable aux mousses et aux lichens. Et on a même des espèces, en tout cas de mousses, mais je crois de lichens aussi, qui poussent exclusivement sur les mortiers anciens. Donc voilà, c'est en fait quand même un substrat minéral qui a son importance pour les mousses et les lichens. Par ailleurs, les mortiers à la chaux, ils sont beaucoup plus poreux et hydrophiles, donc ils vont pomper l'eau. Ils sont plus favorables que les mortiers artificiels de type Portland, qui sont eux très durs et hydrophobes. Donc, on déconseille l'utilisation de mortiers artificiels aussi parce qu'en fait, ils empêchent le mur de respirer. C'est un terme un peu bizarre pour un mur, mais en fait, c'est que l'humidité qui peut remonter dans le mur va pas pouvoir être évacuée à cause du mortier de Portland qui est totalement hermétique en fait. Et donc, ça peut créer des dégâts dans les murs. Donc, c'est important d'utiliser du mortier à la chaux, que ce soit finalement pour les organismes ou pour la bonne santé du mur. Donc, ensuite, on va avoir les anfractuosités qui, elles, sont vraiment une garantie de diversité. Elles ouvrent la porte, bien sûr, à de nombreux animaux, que ce soit des insectes comme on a vu avant ou des lézards. Mais il faut du temps quand même pour que de la matière organique s'installe en fait dans ces fentes. Et c'est cette terre qui va permettre aux plantes à fleurs et aux fougères finalement de s'installer et ainsi aussi à d'autres espèces de mousses et de lichens qui, elles, au lieu de pousser sur la pierre, vont s'installer préférentiellement sur la terre. Donc, on va avoir vraiment une diversité d'espèces qui va exploser avec l'apparition des fentes dans les murs. Alors, l'accumulation de cette terre qui est vraiment essentielle aussi pour, par exemple, les escargots, il y a on voit le petit gris, mais il y a des escargots minuscules dans les murs. Donc, ils ont besoin d'un substrat un petit peu terreux, de mousse, de lichen, de plantes. Et en fait, cette accumulation, elle est favorisée justement par les mousses et les lichens qui s'installent en premier et qui vont se décomposer. Et par ailleurs, s'il y a du mortier, le mortier, il va aussi s'effriter et apporter de la matière. Donc, parfois, le mortier, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est parfois assez positif sur les vieux murs où le mortier est vraiment ancien. En fait, finalement, une plante, elle va s'installer plus facilement dans une micro-fente créée par le mortier que dans un espace béant entre deux pierres, en fait, qui n'auraient peut-être pas encore eu le temps d'accumuler suffisamment de matière pour accueillir des plantes à fleurs. Donc voilà, c'est juste insister un tout petit peu sur l'intérêt du mortier
parce qu'on parle beaucoup des murs en pierre sèche. Et finalement, les murs joints en pierre, tout de même, bien sûr, avec des joints de mortier, sont tout à fait intéressants eux aussi. Alors, la biodiversité, elle va bien sûr augmenter avec l'âge. Ça donne le temps d'abord aux organismes de s'installer, bien sûr, ils vont mettre le temps d'arriver, de coloniser, etc. Mais ça donne aussi le temps justement de créer ces fentes, d'accumuler cette matière. Et en plus, le mortier lui-même, il devient moins basique. Donc la basicité du mortier frais, elle est un petit peu toxique quand même pour les organismes, mais assez vite, elle va évoluer avec les intempéries. En fait, le mortier va devenir plus neutre et donc de plus en plus accueillant pour la flore. Alors bien sûr que le bénéfice de l'âge est très vite perdu avec un nettoyage qui est par ailleurs totalement inutile, voire néfaste, en tout cas pour ce qui concerne les mousses, les lichens et les plantes à fleurs, qui n'ont pas du tout d'effet néfaste sur les murs dont on parle ici. Et donc, au contraire, parfois, les nettoyages peuvent être vraiment plus néfastes finalement que les plantes elles-mêmes, qui protègent en partie le mur d'ailleurs des polluants. D'ailleurs, c'est une fonction des mousses, c'est que, et des lichens, ils pompent les polluants et ils filtrent en fait l'air ambiant. Et en fait, ces polluants, du coup, au lieu d'attaquer directement, par exemple, les mortiers, qui sont très sensibles aux polluants, ils vont rester en fait en surface sur les mousses et les lichens. Donc, par ailleurs, les mousses et les lichens, ils absorbent énormément d'eau. Donc, ils vont se gorger d'eau et garder cette eau finalement accessible à tout l'écosystème pendant plus longtemps que si par exemple, elle était tout de suite emportée dans les eaux de ruissellement. Donc ça, c'est quelques avantages des mousses et des lichens. Donc après, on va passer peut-être un peu plus vite sur d'autres critères comme l'exposition nord-sud, etc. Je veux juste vous rendre attentif aux apparences, en fait. Quand vous avez un mur très vert et très luxuriant, parfois il est aussi très riche en espèces, mais pas toujours. Parfois, en fait, justement, comme dans le cas des murs trop inclinés, ça peut arriver qu'il y ait certaines espèces très concurrentielles qui prennent toute la place. Et par contre, un mur très sec, qui paraît assez désertique à première vue, peut au contraire abriter vraiment une diversité vraiment immense. Chaque petite niche en fait du mur va avoir des conditions particulières et avoir chaque fois des espèces vraiment spécialisées dans des conditions bien, bien précises. Donc, pour résumer, on a alors le biofilm, ça je vous en ai pas parlé, c'est la première chose qui s'installe sur un support minéral. Ce sont des micro-organismes, des cyanobactéries par exemple, qui forment une petite couche un peu gluante, enfin les gluantes un petit peu évidemment, et puis avec des éléments nutritifs. Et c'est ces traînées noires souvent qu'on voit assez bien du coup sur les murs en béton récents. Donc ça prépare en fait le terrain et ça favorise l'installation des mousses et des lichens qui vont venir s'installer ensuite donc dans un second temps. Et là, bien sûr, s'arrête l'évolution du mur en béton qui généralement ne va pas aller plus loin. Par contre, pour tous les autres types de murs, tous les murs en pierre, en briques, etc., ils vont aller au-delà avec l'apparition des fentes et des interstices. Alors, ce qui change, en fait, c'est plutôt le temps que chaque mur va mettre à atteindre un maximum de diversité en fonction, justement, s'il est évidemment entièrement crépi, le temps que le crépi tombe et que les fentes se forment, etc., ça va être beaucoup plus long. Si le crépi est à la chaux, pardon, ou avec du mortier artificiel, ça va aussi changer le temps voilà, que le mur met à vraiment gagner tout son potentiel en espèces. Voilà, un petit schéma qui résume assez bien tout ce qu'on a dit, avec un maximum de diversité à gauche dans les murs en pierre avec toutes sortes d'anfractuosités et un minimum à l'autre extrême, bien sûr, le mur en béton qui est trop lisse et trop homogène finalement pour accueillir vraiment beaucoup d'espèces. Merci Hélène pour cet aperçu des éléments clés puis de la dynamique d'installation du végétal.
À présent, on va passer à, un petit outil qu'on a inclus dans le guide, qui est un questionnaire de diagnostic qui va permettre, sans être des spécialistes, justement, des mousses ou des lichens, ou de la biodiversité des plantes plus largement, de pouvoir déjà avoir un premier diagnostic de quelle est la capacité d'accueil de son mur pour le vivant, enfin du mur qui est qui est concerné. Et donc, c'est un questionnaire qu'on a prévu. Il y a une version, donc elle est un papier dans le guide, mais il y aura aussi une version interactive qui va vous permettre de faire le calcul de points qu'on partagera aussi par la suite comme livrable. Et là, on vous propose avec Hélène de faire l'exercice sur un mur ensemble, sur un mur qui est donc à Confignon, qui est près de Genève, que Hélène est allée observer de près. Donc, c'est un mur qui est un mur de pierre maçonné et qui est en partie, qui a d'ailleurs une partie qui fait soutènement et l'autre partie qui est un mur voilà, libre de part et d'autre. Et donc, notre questionnaire, il a 8 questions. Donc, on vous propose de balayer un peu ces questions-là ensemble et Hélène nous fera observer et nous guidera pour répondre. Donc, la première question, c'est quels groupes d'organismes sont présents ou ont laissé leurs traces sur le mur. Donc là, on a six options de réponse. Mousse, lichen, algues, champignons, fougères, plantes à fleurs, y compris le lierre, lézards et autres reptiles, escargots, oiseaux, et puis autres, donc araignées, insectes, etc. Je te laisse. Oui, alors on va regarder d'un peu plus près. Déjà, pour différencier les mousses et les lichens, c'est pas forcément évident. Donc, les mousses, elles forment des tapis ou des coussinets qui ressortent du mur. C'est vraiment des plantes, donc de près, vous allez voir des feuilles. Tandis que les lichens, elles sont vraiment incrustées et souvent, parfois un tout petit peu en relief, mais quand même très proche de la roche. Donc là, vous avez d'abord la mousse, ensuite le lichen. Ensuite, si on continue notre exploration, on a ici une plante à fleurs. Et je pense que vous avez peut-être remarqué les heureux habitants du mur qui sont là. Voilà, des lézards. Donc, ça permet déjà de répondre aux premières questions. Et du coup, de cocher, on avait donc pu cocher mousse, lichen, plante à fleurs et aussi lézards et autres reptiles ici. La deuxième question, elle est sur le nombre approximatif d'espèces différentes présentes. Donc là, c'est de savoir, est-ce qu'on a plus de 6 espèces différentes de mousses et de lichens, plus de 3 de la faune et 3 de plantes à fleurs et fougères. Nous, on va se focaliser sur les mousses et lichens les plus délicats à observer, on va dire. Donc, il y a un décompte là, il va y avoir différentes couleurs de chiffres, soit vert pour les mousses et bleu pour les lichens. Et, je laisse. Voilà, alors là, vous avez une première mousse. On a choisi exprès de laisser les mousses dans leur état sec. Donc, juste pour vous montrer, c'est cette même espèce. J'espère que vous la voyez. Je vais me mettre ici, je pense. Donc, lorsqu'elle est humide, le numéro 1 est comme ça. Et voilà, vous la voyez quand elle est sèche ici. Donc, c'est un peu plus difficile, évidemment, d'observer les caractéristiques quand elles sont sèches. Donc là, on a une espèce, celle que je viens de vous montrer, et en deux, une autre. Et si on continue... Ah oui, alors ça, c'est pour bien voir le lichen ici. Et puis, je crois qu'on va... Voilà, un autre lichen ici. Donc, on voit quand même que les mousses ressortent bien hein, par rapport au mur, au niveau du relief. Donc, on va compter ces mousses. Donc, une, deux, on continue. Là, vous en avez une troisième. Donc, les couleurs, en fait, vous voyez des verts qui sont quand même différents. Donc, elles sont toutes à l'état sec. Hein, donc, qu'elles soient humides ou pas, vous allez avoir des verts ou des bruns ou des noirs assez différents. Donc, ça, vous pouvez compter dessus pour différencier les espèces. Ensuite, il y a aussi la présence des poils ou des feuilles. Donc là, vous voyez une espèce qui n'a pas de poils. Celle-ci, on voit la texture aussi, que c'est bien différent. Hein. Celle du bas, elle est comme une plante grasse, si on veut. Celle du haut est un peu duveteuse. Et ensuite, vous avez aussi les sporophytes. Les sporophytes sont ce qui sert en fait à la reproduction des mousses. Ce sont ces petites capsules portées par une petite tige là, que vous voyez à droite en haut, qui contiennent les spores. Et en fait, la forme de ces
de ces sporophytes est très différente d'une espèce à l'autre. Il peut y avoir des couleurs aussi. Donc, à gauche, vous voyez ces points rouges, ce sont les sporophytes de cette autre espèce qui sont rouges et qui restent par contre dans les feuilles. Donc, parfois, vous avez des longues tiges, ce qu'on appelle des soies, qui portent la capsule. Parfois, au contraire, la capsule est carrément restée dans les feuilles. Donc, tout ça, ce sont des critères qui servent à différencier des espèces. Et alors, il faut regarder près. Il vaut mieux peut-être avoir une petite loupe aussi pour vraiment voir les détails et pouvoir différencier. Mais même sans loupe, je pense que juste en prenant le temps, on arrive assez vite à se familiariser pardon, euh, dans ce monde de mousse. Même Donc, sans, même sans arriver à déterminer quelle est l'espèce, on peut déjà arriver à compter qu'il y en a plusieurs de différentes. C'était un peu l'objectif. voilà. À présent, les lichens, qu'on va aussi inviter à regarder de plus près. Donc, pour les lichens, on peut regarder également les couleurs. Donc là, on a un noir et un blanc. Donc, on peut aussi tout à fait se fier aux couleurs. On va voir par la suite qu'on a des couleurs assez spectaculaires, du jaune notamment. Et puis, en fait, les apothécies, donc ce sont ces petits ronds que vous voyez, par exemple, au numéro 3, ces petites pastilles jaunes. Ça, c'est ce qui sert à la reproduction sexuée des lichens. Et en fait, la forme aussi de ces pastilles, si vous regardez en bas au numéro 7, on dirait un petit peu des cratères de volcans. Voyez la forme et les couleurs sont bien différentes de celles du numéro 3. Après, vous avez des lichens qui sont un peu comme des salades rampantes, qui restent quand même collées au substrat, mais qui sont clairement au-dessus, d'autres qui sont incrustés vraiment à la roche. Au numéro 9, vous en avez un qui ressemble à des champs arides, enfin un désert craquelé. Donc voilà, ce sont tous des critères que vous pouvez utiliser sans forcément du tout connaître les espèces, simplement voir les différences et dire, ah ben celle-ci, c'en est une autre. Et ainsi, vous verrez que vous arriverez assez rapidement à un nombre de lichens et de mousses important sur la plupart des murs. Pardon. Un total de 16 mousses et lichens. À présent, les plantes à fleurs, là, on distingue sur sur cette image trois plantes à fleurs différentes. Donc, il y a ce trèfle oseille à fleurs jaunes. On a la cymbalaire qu'on avait vu précédemment, ici sans les fleurs, mais on reconnaît sa petite feuille, et le lierre. Donc là, on est aussi à plus de trois espèces différentes. Donc, et puis ici, effectivement, au niveau des fougères, la rue des Murailles. Donc, on est à plus de, vous pouvez répondre aussi positivement, à plus de, on a trois plantes à fleurs et une fougère. Là, on peut poursuivre. Là, c'est une série de questions plutôt sur le type de mur pour pouvoir observer là, est-ce qu'on a un mur ici, on est dans un mur de pierre apparente jointoyée, de mortier. Et du coup, il y a des questions aussi sur la qualité de ce mortier. Et donc là, c'est là que tu vas pouvoir nous... Alors, euh, oui, c'est pas forcément évident de faire la différence entre un mortier artificiel et un mortier à la chaux, mais il y a la couleur qui peut être assez indicatrice. Donc là, vous voyez bien que cette partie de mortier, en tout cas, est grise. Et en fait, si on regarde d'un peu plus près, dans les zones où il y a des anfractuosités, on se rend compte qu'en fait, il y a du mortier ancien. Là, il y a une pierre aussi qui s'est déchaussée. Et on voit ce mortier à la chaux qui était utilisé probablement à la base pour la construction du mur. Et ensuite, on a réutilisé du mortier plus récent, artificiel, pour faire des réparations. Et c'est souvent le cas, en fait, sur les murs. Donc, on a souvent plusieurs types de mortiers. Bien, donc du coup, là, on a ces différents mortiers. Après, une question qui traite du recouvrement en plantes et mousse et lichen, en excluant le lierre. Et donc là, c'était la vigilance, effectivement, de pouvoir observer à la fois les mousses et lichens qui peuvent occuper ici beaucoup de surface. C'était là, Puisque tout ce qui est blanc, ce sont des lichens. voilà. Donc là, on pouvait cocher l'option où il y a de 20 à 100 cm² par mètre carré d'occupation, de recouvrement en tout cas. Donc on arrive à une note obtenue de 23 et comme vous voyez, à partir au-dessus de 15, on est dans une capacité d'accueil qui est excellente pour les murs.
Et Hélène, tu voulais peut-être comparer avec cet autre mur pour lequel tu as aussi fait le calcul et en arriver à une note un peu moyenne de 13. Voilà, donc en fait, c'est un mur crépi. Comme il est rugueux et qu'il n'a pas été nettoyé, il a quand même quelques mousses et lichens qui se sont installées. Et il y a aussi le lierre qui est positif. Par contre, bon, bah, il est entièrement crépi, donc on n'a pas d'anfractuosité, donc pas de plantes à fleurs, pas de fougères, une faune. Alors, il y aura la faune des mousses et des lichens, parce qu'il y a clairement une petite faune qui s'installe dans les mousses et les lichens, mais ça va rester quand même limité. Donc voilà, un mur moyen. Donc le premier mur, on l'a choisi parce qu'il a cet aspect quand même un peu désertique et finalement, on se rend compte en Oui. regardant de près qu'il Et très- est très riche. À présent, on va aborder la dernière partie de ce webinaire sur des idées d'action pour les murs existants. Euh, une des premières actions, c'est de connaître la biodiversité du mur. Mais déjà, c'est tout ce sujet de bien l'observer. Et puis après, il existe quand même plein d'outils qu'on a pu présenter aussi, même de sciences participatives, qui peuvent aider à faire de la reconnaissance. Un autre des enjeux, c'est quand on a identifié des murs, par exemple, anciens intéressants, c'est de pouvoir les protéger, les murs patrimoniaux, dans les documents d'urbanisme, et notamment dans les PLU. Là, il y a un exemple, par exemple, d'un PLU d'une petite commune du Sud qui a décidé de protéger ces murets et ces clapas. C'est des tas de pierres en bordure de champs, mais qui sont aussi des habitats intéressants pour la flore et la faune dans son PLU, donc en mobilisant des outils comme les éléments de paysage protégés au titre de l'article L151-19 ou 23, par exemple. Et là, c'était aussi un exemple à droite qui était intéressant, c'est le côté patrimoine protégé grâce aux plantes, c'est le soft caping, c'est l'Institut national chargé de la gestion du patrimoine historique en Angleterre, qui a expérimenté, qui a fait des études assez poussées sur le fait de protéger les têtes de ruines avec des couverts herbacés, plutôt que de faire le hardscaping avec des mortiers justement en ciment qui étaient pratiqués auparavant en tête de mur, en ayant montré dans ces études l'effet effectivement de barrière à la fois contre l'humidité et puis aussi qui permet aussi de faire une protection thermique des murs anciens. Donc c'est un exemple intéressant. Il y a tout le sujet aussi de quand on a des murs où on a repéré, par exemple ici, une faune intéressante, et là, une colonie de martinets sur ces remparts de Guérande, il avait été décidé de faire une restauration de ces remparts. C'est tout le travail qui a été mené là en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, pour repérer tous les nids, prévoir aussi dans la restauration qu'il y ait des joints qui ne soient pas comblés et qui soient maintenus ouverts avec des cavités pour maintenir des nids, et d'autres nids aussi qui ont été en complément artificiel créés. Et donc là, c'était voilà, pour montrer tout le travail qui pouvait être fait. Un aspect important aussi, c'est de ne pas faire tous les travaux en même temps, mais bien de procéder par tranche pour permettre aussi aux espèces de pouvoir continuer à exister par ailleurs, pouvoir revenir ensuite coloniser le mur. Là, c'était un exemple qui était assez expérimental, mais mené par la Haute École de paysage suisse sur de la végétalisation de murs de pierre maçonnés, d'ouvrages d'infrastructure, avec des sortes de boudins préensemencés avec une sélection de plantes vasculaires. Donc là, c'était comment amener de la biodiversité à l'intérieur de murs existants, la favoriser. Et là, à côté, c'est un des exemples, mais qui sont très nombreux, de végétalisation aussi de murs, là, des murs effectivement en béton ou crépi qui ont le moins de biodiversité potentielle, mais qui, avec des plantations de pieds de mur, des plantations de printemps, peuvent aussi présenter un intérêt. Aborder à présent ce sujet important de l'entretien courant des murs. Donc là, une série de conseils un peu pour l'entretien courant des murs de pierre et de briques. C'est déjà d'effectuer un contrôle très régulier, annuel à minima, pour vérifier justement s'il y a besoin de faire des réparations, privilégier les réparations ponctuelles plutôt que de grands morceaux. Ce contrôle visuel annuel permet aussi de repérer justement des ligneux qui pourraient poser problème, qu'on va vous présenter aussi par la suite. Et donc, c'est ce contrôle plutôt que d'attendre qu'il y ait des situations vraiment plus problématiques. Quand il y a des réparations de mortiers, de joints à faire, de privilégier la chaux naturelle et tendre.
laisser autant que possible les infractuosités existantes. Certaines ne compromettent pas la solidité du mur. C'est cet équilibre qu'il a trouvé avec aussi les spécialistes du bâti. Pour les travaux, de veiller aussi au respect du cycle de la faune, donc privilégier de mener ces travaux plutôt vers le mois de septembre, et stopper ces nettoyages qui ont l'idée de maintenir en bon état son mur en enlevant toutes les mousses, lichens. On a vu, Hélène l'a dit précédemment, souvent même ils protègent le mur plutôt qu'ils ne... Enfin, et donc, c'est même les techniques, surtout avec des jets à haute pression, les brosses qui peuvent, elles, venir compromettre l'intégrité du mur. Si on voit une balayeuse, par exemple, qui vient rogner vraiment le bas de ce mur de pierre. Et un aspect important qui est développé dans le guide, c'est le sujet des produits anti-mousse qui sont nocifs à la fois pour l'environnement, mais aussi pour ceux qui les appliquent et qui sont à bannir pour tous les murs. C'est vrai que quand on fait une recherche sur un moteur de recherche mur et mousse, on trouve plus de publicité pour des produits anti-mousse que des indications pour mieux connaître les bryophytes, les bryophytes des murs. Le sujet de la gestion du lierre et des autres ligneux, je vais laisser brièvement Hélène aborder ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui inquiète souvent les gestionnaires de murs. Oui, alors c'est effectivement plus ambigu que dans le cas des mousses lichens ou des petites plantes, parce que comme ils ont des racines puissantes, et ils vont pouvoir quand même, s'ils s'intègrent en fait dans la structure du mur, en fractuosité par exemple, avec la croissance, ils risqueraient de déchausser des pierres par exemple, en prenant de l'envergure. Donc c'est vrai que c'est quand même plus, voilà, c'est un choix en fait qu'il faut faire. C'est un risque en fait de laisser s'installer un ligneux ou un lierre sur un mur. Mais il faut quand même dire, comme vous voyez sur ces exemples, ces photos, que souvent le mur peut quand même absorber, on va dire, les contraintes du ligneux et continuer à assurer sa fonction. Mais c'est clair que si on ne veut pas prendre de risques, alors c'est l'importance, comme disait Sandrine, de vérifier une fois par année le mur. C'est aussi de pouvoir voir, par exemple, un lierre qui commence à s'installer dans un joint ou un ligneux qui commence à y prendre racine et de l'enlever tout de suite, en fait, dès son apparition. Donc, ouais, je te laisse présenter. Là, c'était un exemple qu'on voulait vous montrer, mais là, il y avait eu un problème, justement, ce mur de pierre riverain, avec une propriété privée, là, c'est l'espace public à gauche, il s'était en partie effondré avec la proximité de ce chêne. Et donc là, il y a un accord qui a été trouvé entre la ville et le propriétaire. Et donc, le mur a été reconstruit avec cet arc qui permet de concilier le fait qu'il reste un mur, mais qu'il n'est plus affecté par la présence de l'arbre grâce à cette voûte. Le sujet du Oui, alors le lierre, c'est effectivement une grosse problématique sur les murs. Donc le lierre, pour la biodiversité, c'est vraiment, il est d'un grand intérêt puisqu'il fleurit très tard. Donc pour les insectes pollinisateurs, c'est une source de nourriture en automne et en début d'hiver. Également pour les oiseaux avec les fruits qui sont mûrs en hiver. Et c'est aussi un milieu, enfin, un refuge simplement pour faire des nids, etc. Donc le lierre est vraiment très intéressant pour la faune. Par contre, il peut quand même avoir des effets négatifs sur les murs, en particulier s'il prend racine dans un joint ou s'il intègre en fait une tige de lierre bien s'intégrer dans un joint. Alors c'est très rare parce que en fait le lierre, s'il est en pied de mur, son but c'est de suivre la lumière. Il est vraiment fait pour être attiré par la lumière. Donc, généralement, une tige qui rentre dans une interstice va en ressortir pour continuer sa course vers le haut. Mais ça peut arriver quand même qu'un lierre se retrouve piégé dans la maçonnerie. Et à ce moment-là, s'il continue sa croissance, il va pouvoir déchausser les pierres, exercer une pression. Et voilà, ça risque d'être un problème. Donc, conserver ou enlever le lierre, je dirais que enfin, ce qui ressortait, c'est une étude anglaise en fait qui a été faite sur les effets du lierre sur les murs. Donc, ils ont vraiment bien étudié la question. Donc là, on reprend leurs résultats. Donc,
les cas où il faut peut-être privilégier de retirer le lierre, c'est quand il prend racine dans le mur ou lorsqu'une branche intègre une fente de mur. Par ailleurs, si vous avez un mur qui est un petit peu déjà instable, comme il va prendre une forme arborée, comme sur la photo de droite, il peut déstabiliser un mur. Donc là, il suffit de le tailler, hein, simplement. Et évidemment, s'il atteint la toiture, ça, on sait bien qu'il peut soulever les tuiles, etc. Donc là aussi, le tailler. Donc, au cas par cas, et puis souvent, finalement, le mur, le lierre, en fait, il protège le mur. Ça fait comme un manteau, comme les mousses et les lichens, il empêche les polluants d'arriver jusqu'à la paroi du mur. Donc, c'est plutôt une protection. Il empêche aussi les extrêmes de température, le gel, etc. Donc, il faut vraiment bien étudier chaque cas, en fait, parce que souvent, la protection qu'apporte le lierre est plus importante que les risques qui sont liées à sa présence. Et c'est parfois très difficile, voilà, de faire la part des choses et de décider dans quel cas de figure on est. On a aussi dans le guide des conseils un peu quand on est venu au sujet d'avoir pris la décision d'arracher le lierre, d'avoir des précautions à prendre et puis un, des, des, un protocole un peu à suivre. Là, je vois l'heure qui file, Hélène. Donc, ça, en tout cas, c'est tous ces éléments, vous les aurez dans le guide. Et donc, ça aborde aussi ensuite le sujet de la dévitalisation. Et donc là, on arrive à la fin de ce webinaire avec cette dernière partie un peu sur créer aujourd'hui les futurs murs vivants de demain. C'était pour dire, voilà, vous avez compris tout l'intérêt de conserver ces vieux murs, enfin, l'aspect de l'âge qui est très important aussi pour développer la biodiversité, mais c'est aussi encourager à créer toujours des nouveaux murs qui seront les futurs murs très intéressants de demain. Et pour cela, effectivement, c'est on va dire les murs les plus intéressants à créer, c'est des murs de pierre maçonnés ou en pierre sèche. Donc, il y a une grande diversité de pierres en France. Il y a aussi une indication géographique pour les pierres naturelles. Parce qu'autour des pierres, il y a tout le sujet aussi des pierres d'importation. Et là, c'est des bilans écologiques qui ne sont pas intéressants. Mais donc, il y a cette indication géographique qui existe, qui a commencé certaines depuis 2017 pour les granites de Bretagne, mais qui continue avec des nouvelles, la plus récente, une pierre calcaire du Midi en 2024. Donc, c'est intéressant de savoir que ces filières existent. Du coup, les formes irrégulières, laissées apparentes, on peut aussi faire des pierres donc de carrière, mais aussi de réemploi. C'est aussi intéressant de pouvoir conserver, quand il y a de la pierre qui a pu être récupérée, de pouvoir la remobiliser dans des murs. Vous avez compris, rechercher la rugosité de la surface. Parfois, il y a des murs, il y a des bonnes intentions, mais elles sont sciées de façon lisse. Et donc là, il n'y a aucune prise pour la vie, un peu à la surface de ces pierres sciées. De laisser des interstices, des infractuosités, ça peut être prévu dès le début. S'il y a des joints, les réaliser à la chaux. Prévoir des couronnements qui soient sans débord. La question de cette inclinaison, enfin en tout cas, qui soit prévue. Et ensuite, effectivement, de laisser vieillir sans mur. Quelques exemples rapidement de projets récents. Non, mais là, donc un exemple de projet d'aménagement autour d'un site, dans un site très touristique où il y a beaucoup de fréquentation. Donc, il y a eu des cheminements, des murets qui ont été réalisés en pierre sèche et en mobilisant des murailliers. Donc, c'était vous mettre aussi en avant que c'est une profession murailler. Puis, il y a une fédération des professionnels aussi de la pierre sèche qui existe. Donc, c'est des métiers aussi des spécialistes, comme il y a des spécialistes aussi des maçons du bâti ancien. Et là, à droite, un pavillon biodiversitaire, c'est avec des pierres de réemploi. Donc là, il y a eu aussi un travail entre architectes, paysagistes et écologues et murailliers pour trouver un dispositif intéressant pour accueillir les plantes à l'intérieur de ce mur. Et puis les gabions, c'est vrai qu'on avait dit les gabions, ils n'étaient pas très intéressants. On n'a pas trop abordé, mais souvent les gabions, c'est justement ils sont plutôt ils sont même dans ceux qui accueillent le moins de biodiversité. Mais pourtant, là, on peut voir avec ces deux exemples en ayant un travail à la fois sur le fruit du mur, sur des interstices laissés, parfois de la terre aussi qui a été en partie apportée à l'intérieur du mur, comme dans cet exemple
du bureau d'études de la SNCF. On peut avoir aussi une biodiversité qui s'installe aussi on peut les rendre plus accueillants. Voilà, on arrive à la fin. Là, c'est une sélection de ressources, dont la ressource aussi sur le lierre dont a parlé Hélène et sur laquelle on s'est basé pour tirer les enseignements dans le guide, et puis le futur guide donc, qui sera à télécharger. Voilà, merci. Merci. Je vois on a été un peu longue, il reste peu de temps. Merci beaucoup, Sandrine et Hélène, pour cette présentation. Je remets le lien vers la page projet Murmure dans le chat. Très bon teasing. Donc, effectivement, je rappelle, le guide n'est pas encore téléchargeable. Il le sera potentiellement, je pense, le mois prochain, en octobre. Vous recevrez le lien vers le guide pour pouvoir le télécharger. Sandrine, il sera uniquement accessible en ligne, le guide. Il n'y a pas d'impression prévue. Pour l'instant, non, effectivement, c'est une version en ligne là, qui va être. Très bien. Donc, vous serez informé. Vous recevrez également le replay du webinaire et le lien vers le diaporama. On se proposait de déborder un petit peu de l'heure qu'on avait convenue pour prendre quelques questions. Alors, certaines, les réponses ont été apportées lors des présentations. Il y avait peut-être une question relative au questionnaire donc de Robin Dagua, notre collègue, par rapport enfin, les chiffres, les références indiquées pour juger du mur, enfin, ça a été fait sur quelle base en fait et on en reparlera du questionnaire. Vous recevrez aussi le lien a posteriori sur ce questionnaire. Oui, alors c'est une question qui porte plus précisément au nombre, par exemple, qu'on a demandé d'espèces animales, végétales, de fleurs ou de mousses. Et en fait, on a pris 3 parce que parfois c'est très difficile, en fait, selon la météo, par exemple, selon la saison aussi, d'observer que ce soit la faune ou les plantes à fleurs qui en partie disparaissent pendant l'hiver ou pendant l'été quand c'est très sec. Donc, 3, en fait, c'est un chiffre qui permet de dire, ah bah oui, il y a des interstices, il y a une diversité, euh, et c'est suffisant, en fait, quelque part pour dire, ce mur, il a le potentiel, en fait. Donc, on n'a pas besoin de mettre plus d'espèces, ça suffit pour dire, ben, on a 3 espèces, c'est déjà, vraiment, ça veut dire que le potentiel, il est là. Et puis, on a mis un peu plus de mousse et de lichen parce que vous avez vu que quand on regarde de près, finalement, la diversité sur un mur est vraiment très, très grande de ces groupes-là. Et donc, on a mis 6 parce que sinon, 3, finalement, par exemple, sur un mur en béton, vous allez très facilement avoir 3 espèces de mousse ou de lichen. Donc, ça ne donnait pas vraiment l'image qu'il fallait disons, de l'intérêt du mur. Il fallait quand même mettre plus d'espèces pour qu'on arrive vers quelque chose qui est déterminant en fait par rapport au mur. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Le questionnaire, c'était pour compléter. C'est un travail de questionnaire qu'Hélène avait déjà esquissé précédemment lors d'une publication que j'ai mis en dernier là, qui était présent dans les murs vivants et qui a été affiné. C'est aussi lié à ton expérience d'avoir côtoyé, d'avoir fait beaucoup d'inventaires sur les murs. Donc, c'est aussi plutôt, je dirais, je dis pas, mais c'est à dire d'experts aussi. C'est lié à l'expertise d'Hélène sur d'avoir observé beaucoup de murs aussi. Enfin, le fait de choisir tel nombre d'espèces. Merci. Donc, pas mal de retours d'intérêt par rapport à ce guide, des remerciements également. Donc là, effectivement, on a pas mal traité des murs anciens. Donc une réflexion par rapport à effectivement les murs construits aujourd'hui en termes de préconisation, etc. Le guide, il fait référence. Tu en parlais un petit peu, Sandrine, euh, C'est vrai sur. que c'était pas l'approche première, mais on a voulu quand même l'aborder sur la fin du guide. Et c'est vrai qu'en soi, ça, ça demanderait encore. Enfin, voilà, ça pourrait être complété. C'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître petit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes. Mais cette question des murs existants anciens, elle était importante aussi déjà de mettre en avant dans cette étude, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui continuent à disparaître, faute d'avoir repéré qui présentait un intérêt et qui a aussi il y a aussi dans le domaine privé qui continue à exister, mais
qui ont ces nettoyages. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est… Et puis de fait, parce que c'est les plus riches en termes de biodiversité, donc c'était ceux qui forcément sont présentés, mais c'est sûr qu'il y a tout un sujet aussi sur les autres murs qui sont créés et qui peuvent quand même s'enrichir un peu, même s'ils n'atteindront pas la capacité d'accueil des murs de pierre maçonnés ou des murs de pierre sèche. Hmm. Donc il y a quelques exemples quand même dans le guide. Oui, 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 très bien. Je relève la remarque de Valérie Brunet pour l'Agence d'urbanisme d'Angers qui propose des orientations ou des prescriptions pour protéger les vieux murs. Petite question relative à la capacité de rafraîchissement d'un mur qui serait plus accueillant pour la végétation par rapport à d'autres. Ça, c'est une petite référence qui a été relevée ou pas? Euh, Ça, non, c'était pas forcément. Nous, on l'a pas dans le guide, mais c'est vrai que ça me rappelle plutôt d'autres travaux qu'on a Hmm. pu à Planter Cité sur le climat urbain, un peu, et sur la contribution des murs végétalisés aussi à maintenir un rafraîchissement. Donc là, c'est plutôt dans d'autres travaux de Planter Cité, mais c'est pas un aspect qu'on a développé dans le guide, en tout cas. Très bien. Est-ce que Hélène ou Sandrine, vous voyez une question en particulier dans la petite rubrique questions-réponses? On en prendrait peut-être une dernière euh, avant de clôturer ce webinaire. Je voyais le sujet sur l'impression du guide. C'est vrai que je prends en note la remarque. C'est vrai que c'est parfois demandé, le fait que ce soit imprimé, c'est plus facile à partager et à pouvoir diffuser. Donc, voilà. Mais en tout cas, je prends bien note C'est une question qu'on pourra de voir réétudier en interne. Oui. Très bien. les murs Hélène, est-ce que vous voyez une question en particulier? Euh, Elles sont toutes intéressantes, les questions, mais c'est vrai que par exemple, répondre sur la différence entre les algues et les mousses, ça peut être assez long. Parce que finalement, c'est vraiment deux groupes différents hein, de végétaux qui sont bien différents. Mais on a des mousses souvent les mousses, si vous les regardez de près, vous voyez des feuilles, ce que vous ne verrez jamais sur une algue. Par contre, il y a quand même des mousses qui ont une autre forme qu'on appelle des hépatiques atales et qui ressemblent un tout petit peu plus aux algues. Donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, si vous voyez des feuilles, ce sont des mousses, c'est sûr. Très bien. En tout cas, ce projet vise à s'intéresser un peu plus en macro à ce qu'est la nature en ville. C'est vrai qu'à Planticité, on a des sujets très divers à toutes les échelles. Celui-là va solliciter l'observation et c'est une bonne chose sur une partie de végétation qu'on connaît ou dont on parle peut-être un peu moins. Donc, merci beaucoup. Je vous propose de clôturer le webinaire puisque je pense que c'est le guide qui pourra répondre à un certain nombre de questions et on verra en fonction des retours peut-être reproposer un temps de webinaire ou autre sur ce sujet-là. Donc, merci à nouveau à Sandrine et à Hélène pour leur présentation. On vous enverra le replay et le lien vers le guide une fois qu'il sera sorti. Et je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. Je vais vous partager le lien dans le chat qui sera vendredi prochain, le 4 octobre, sur un retour d'une étude sur les pratiques d'arrosage et de gestion de la ressource en eau par les collectivités. Ce sera avec notre collègue Robin Dagua. Donc, vous recevrez aussi le message d'invitation prochainement. Merci encore pour votre participation au webinaire et nous espérons vous retrouver bientôt. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de semaine. Au revoir. Au Merci, à revoir. bientôt. Je laisse ouvert encore une minute le temps que les participants quittent la salle.
Je vais fermer la salle dans quelques instants. Vous voulez débriefer Je pense que au niveau temps, effectivement, ça a un peu débordé, mais je trouve que ça va. J'ai l'impression qu'on a Ah quand ouais, on s'en est mieux sorti que prévu. D'accord, moi aussi, j'ai- est-ce que ça a donné l'impression qu'on a accéléré trop Vous voulez que je ferme là? Il reste encore quelques participants. Attendez, pardon. tac. C'est ça qui est embêtant, c'est soit on se retrouve dans un autre canal ou. Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs.